conservation, de redistribution pour tamponner les prix. Alors, quand le régime là est arrivé, on a bien accueilli le Bénin révélé, on a vu qu'ils iront plus loin. Mais vous voyez là où ils sont allés. Ils sont allés dans le programme alimentaire mondial. C'est-à-dire, c'est le plus haut niveau de la honte civilisationnelle. Nous ne sommes pas un pays en guerre, il n'y a pas eu de catastrophe depuis les 200 dernières années. Il n'y a rien eu au Bénin qui empêche et qui demande l'importance du PAM. Le PAM intervient dans les zones à conflit, les zones où l'humain n'a plus les capacités de pouvoir s'occuper de sa production. On n'est pas dans ce cas au Bénin. On est allé confier le programme alimentaire mondial, ce n'est pas forcément les Béninois. On est allé confier notre intimité à des gens qui ne sont pas de chez nous. Alors qu'on n'est pas handicapés, ne sommes pas des exclus, nous ne sommes pas des handicapés, moteurs incapables de produire. Et ça là, c'est un déphasage avec notre culture. Parce que même en Occident, les îles, on va rechercher Paris Store ou bien des petites boutiques qui ramènent les produits de chez nous. Parce qu'on n'a pas envie d'être dépaysé, d'être détruit génétiquement et surtout sur le plan affectif alimentaire. Ça a fait que là maintenant, ils sont en train de former des enfants atypiques. Parce que lorsque je suis de chez moi et que je suis capable de manger quelque chose pour bien grandir, je suis adapté. Et comme mes paroles, ils se sont battus, ils ont migré, d'autres sont devenus enseignants-chercheurs et ils ont abandonné le secteur parce qu'ils ont qui? Ils ont qui pour résoudre le problème? Le leader du pays qui finance tout le monde, qui est le mécène de tout le monde, il est dans les rentes, il vit des rentes et il est au cœur du système gouvernant. Et il ne donne même pas la main de l'État à subventionner l'agriculture. Parce que c'est l'État qui subventionne, qui entretient, qui demande des comptes et des résultats. Lorsque tu n'as rien subventionné, tu t'en fous. Alors, et si l'État avait subventionné l'agriculture et le coton, l'État ne va pas se permettre d'exporter le coton. L'État va dire c'est mieux pour moi de faire les tenues locales, de faire les t-shirts et de fermer les friperies. Vous n'avez pas vu que le président actuel, il est le maniaque du coton. Il n'est pas cotonnier, il n'est pas producteur, il n'en produit pas. Il n'est même pas vraiment dans le maillon. Il est juste à la fin du circuit là-bas et il récupère tout au nom de l'État qui est absent. Mais vous n'avez pas vu qu'il n'a pas hésité à construire un marché à Papa pour la friperie. Moi, cotonnier, je vais construire un marché pour friperie. Et pimpon. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le coton. Il paye seulement les revenus du coton. Il ne peut pas faire ça. Le marché d'Akwapa, là, je vais encore mieux, ça aurait été mieux qu'ils disent marcher des bas pour devenir fermier. On a laissé tout ce potentiel, tous ces vivriers-là, et on est allé dans des choses de perte d'énergie. Ça a déconstruit encore la politique agricole. C'est la même chose au niveau des restaurants universitaires. Nous avons des restaurants universitaires qui sont à proximité des grandes zones de production agricole. Quand je vois le restaurant de l'université de Parakou, qui doit être dans les 100 000 étudiants, ils sont à côté de 33 000 hectares de fermes abandonnées. Mais rien n'est fait pour que cette ferme-là soutienne l'alimentation du campus. Et pourtant, quand nous étions sur le banc, on a mené des projets de coopératives universitaires de production agricole pour ramener les producteurs de la ville de Parakou satellite à la production tout au moins de ce que les étudiants vont manger. Comme ça, on est sûr d'être dans la souveraineté alimentaire, de manger ce qu'on sait produire et de produire ce qu'on sait manger. Ah, mais vous voyez, le recteur était d'accord, mais les agronomes formateurs même étaient contre. Dimanche 3 décembre, bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. Ce dimanche, dans notre émission, nous faisons une incursion dans le monde agricole et voir comment l'État devrait accompagner en réalité les acteurs pour que les producteurs puissent profiter des fruits de leurs efforts. En effet, malgré la structuration des filières en place, on note toujours des grincements de dents au niveau soit des prix d'achat de leur production ou encore le prix exorbitant des intrants agricoles. Pour nous accompagner sur cette émission, M. Alfred Rouillon, agronome en mobilisation citoyenne et valorisation du vivant.
Bonjour, Monsieur Rougnon, et très heureux de vous retrouver à nouveau sur cette émission. Bonjour, doyen Jules Diossou. Merci beaucoup pour nous avoir encore fait confiance pour cette émission. Merci. Merci beaucoup pour Bonsoir aux éditeurs. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci aussi à tous les internautes qui sont avec nous. Ils peuvent participer à l'émission ou laisser des questions à notre invité dans le fil de cette vidéo live. Mais avant de revenir sur l'organisation des filières déjà en place, depuis des décennies, on remarque que quelques filières ont été mises en place comme les filières coton, ananas, soja, anacarde. Monsieur Rougnon, selon les caractéristiques agroécologiques du Bénin, est-ce que les efforts ont été mis au bon endroit dans le choix des filières que l'État doit accompagner? Je dirais déjà que nous avons eu un gros problème au niveau de l'héritage agricole. Et on a hérité de systèmes agricoles basés sur les rentes. Les rentes, c'est les produits que nous allons essentiellement faire, pas pour nous-mêmes, mais plutôt pour l'exportation, pour le besoin du colon qui n'est pas dans un mauvais rôle. Il doit penser à lui-même, à son bien-être. Et pour cela, quand il est arrivé, il ne s'est pas du tout abusé. Il a développé un certain nombre de cultures en Afrique en tenant compte des potentialités écologiques et agronomiques qui vont permettre à leur culture d'être à l'optimum des rendements. Et il a essayé, le colon français a essayé en ce peu de temps, hein, ça n'a même pas fait 100 ans en quelque sorte. Il a essayé, par exemple, excusez-moi, au Bénin, ils ont essayé le café, c'est à Niawili, le cacao à Kobe, et après, vous avez vu qu'ils n'ont pas développé ça. C'est de façon embryonnaire. Ils ont récupéré aussi les cultures de chez nous qui ont une importance capitale dans le monde. Le palmier à huile. Ils l'ont développé à Kobe, son optimum écologique est à Kobe. Au-delà, il n'y a que des graissements de rendement. Et en Côte d'Ivoire, ils se sont battus, ils ont dit, vu que le cacao, depuis Sassandra, ça marchait. Ils ont maintenu, ils n'ont pas trop fait du coton en Côte d'Ivoire. Or, au Bénin, ils ont vu que le bassin du Nord était vraiment rentable. Les gens n'étaient pas du tout spécialistes des terres et les terres étaient à perte de vue, c'était plein de plateaux et il n'y avait pas de problème d'inondation, l'optimum écologique était parfait. Il y avait ce qui bloquait seulement, c'était les forêts claires. Donc, ils ont tenu compte de l'optimum écologique, mais le problème est qu'ils ont tenu compte d'eux-mêmes. Ils veulent du coton pour le vêtement, ils veulent par exemple emballer l'arachide, les noix d'anacarde dans du sac. Ils n'ont pas voulu transporter des sacs, ils ont mis des cultures de jute. Vous avez vu, ils ont tout fait dans l'optimum. Mais nous avons hérité de ce système et nous n'avions pas du tout adapté le système à nos besoins. Ça a fait que nous sommes dans un système de production un peu suspendu aux désidérata de l'Occident. Ça, là, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute de nous-mêmes. C'est la prise de conscience. Et je ne vais pas dire qu'on est si mauvais. On ne s'est pas donné le temps de réfléchir au système agricole. Manga a fait combien de temps? Et Akwiti a fait combien de temps? Et avec quelle structure de base? Vous savez très bien, quand quelqu'un vient avec son équipe, il rase l'autre. Quand quelqu'un vient avec son équipe, il rase l'autre. Les gouvernements se sont succédés avec une rupture totale avec les travaux précédents. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout avancé sur le plan agricole. Et tout le système a été pris au piège de cette conception politique et on a laissé ainsi les paysans dans la confusion. Et dans cette confusion, on s'est retrouvé dans un système agricole de cueillette parce qu'on n'a pas évolué, on n'est pas allé vers la production industrielle, on est resté dans la cueillette parce qu'on n'a pas du tout voulu faire une agriculture raisonnée, responsable, qui nourrit vraiment son homme. On n'a pas développé les plateformes agricoles pour nous-mêmes,
La preuve aujourd'hui, il y a les cantines scolaires, il y a les universités qui ont des cantines, mais qui ne peuvent pas s'assurer de s'approvisionner dans le terroir. Ils font du jonglage pour avoir le minimum. Et ils n'ont même pas pu avoir comme objectif nourrir suffisamment tous les étudiants. Ils se basent sur le minimum. On ne peut pas nourrir tout le monde. Ouais, alors qu'on est chez nous, et nous sommes tous pratiquement des descendants de paysans, mais des cultivateurs, parce que l'État n'a pas du tout fait les bons choix de spéculation pour nous-mêmes. On est resté dans l'agriculture pour rendre quelque chose à l'Occident, à la colonie, et même si la colonie ne demande pas, on se bat, la politique nationale se bat seulement pour la culture de rente. Ce qui est à nous-mêmes n'est pas filière. Ce dont on a besoin n'est pas filière. Le Béninois peut se débrouiller. Ah, il faut servir l'Occident. Et parce que le politique se retrouve dans un schéma de servir l'Occident. Oui, ils m'ont déjà élu. Je suis à votre service. Donc, on s'est pris au piège dans ça là et on n'a pas évolué. Sinon, les zones agroécologiques, il y en a 7 au Bénin. Et chaque zone agroécologique a ses potentialités en spéculation agricole. Mais voilà que les potentialités dont on parle sont en réalité ceux dont on a besoin. C'est-à-dire les agroécologistes ont travaillé pour l'intérêt du Béninois et le politique travaille pour l'intérêt de l'Occident. Les noix de cajou de Dakar, ça ne vient pas sur la table des étudiants, ni sur la table des Béninois. C'est pas du tout, l'objectif n'est pas du tout pour produire pour le Béninois. Donc, c'est produit pour exporter. Le coton pour exporter. Et on n'a pas besoin du coton pour porter soutien-gorge au Bénin. Donc, rien n'est pour nous. Et les agroécologistes sont restés dans l'université et les agronomes de la production végétale sont restés dans l'université. Ils n'ont pas trouvé un bon substrat pour étendre leurs connaissances pour le périmètre national. Ça a fait qu'on est en déphasage avec nous-mêmes. Les zones agroécologiques sont connues. On sait que le fonio, c'est chez nous. Ceux qui prennent le plus, c'est les gens de Kobli, de la Takora. Bon, mais nous aimons aussi à cause du déguet. Tout le Bénin a besoin du fonio. Mais il faut que le fonio soit une filière organisée par l'État, reconnue par l'État. Ça n'existe pas. Très bien. On fait l'arachide à partir de Abanizou et d'Assa et jusqu'à Kokoro. Oui, ils sont très bons dans l'arachide, mais ce n'est pas une filière. Donc, on vend ça à la sauvette au bord de la route, voilà, et grillé, à sa veille qu'on sort. Ce n'est pas une filière. Voilà. Donc, vous produisez de l'arachide en quantité, ça va pourrir et personne ne va l'acheter. Ainsi de suite. On sait que le niébé, c'est dans l'Ouémé. C'est l'Ouémé qui offre le plus de potentialité agroécologique pour le niébé à cause de la vallée de l'Ouémé, qui est humide tout le temps, qui favorise plusieurs cycles. Il faut 3 mois pour avoir du niébé. Et plusieurs cycles, donc, ils en font en quantité. Mais ce n'est pas filière. Heureusement qu'on mange notre abobo. Sinon, en réalité, ça serait aussi quelque chose de difficile. Donc, voilà comment on est resté en déphasage. Agroécologie, c'est Bénin. Mais culture agricole ministère, c'est la rente. Donc, c'est là où on a un peu de problème. Et ça fait qu'on a des difficultés aujourd'hui de dire que les spéculations sont bien choisies. Vous avez parlé tantôt des cantines scolaires. Est-ce qu'il y a urgence maintenant à réorienter la production nationale pour que, au lieu que l'État sorte chaque année des milliards pour aller acheter les vivres à l'extérieur, que l'État puisse en procurer sur place au Bénin? Ah, merci beaucoup, Monsieur Jules. Ah, mais là, c'est clair, c'est l'urgence au sommet des urgences. En réalité, ils ne devaient même jamais penser cantine scolaire et ne pas penser approvisionnement, production étalée et stockage des vivres, conservation, emballage, maintien et redistribution. Et associer les paysans de chaque circonscription scolaire à la production. C'est le minimum, qu'on ait envie ou pas. Mais vous avez vu que tous les régimes de Yaya Boni a fait les cantines scolaires d'une manière beaucoup plus raisonnée. On avait beaucoup critiqué sans savoir que le pire allait arriver. Parce qu'au moins, sous l'autre régime, ils sont allés jusqu'au silo.
Ils sont allés jusqu'à des sources d'approvisionnement, des systèmes de conservation, de redistribution pour tamponner les prix. Alors, quand le régime là est arrivé, on a bien accueilli le Bénin révélé, on a vu qu'ils iront plus loin. Mais vous voyez là où ils sont allés. Ils sont allés dans le programme alimentaire mondial. C'est-à-dire, c'est le plus haut niveau de la honte civilisationnelle. Nous ne sommes pas un pays en guerre, il n'y a pas eu de catastrophe depuis les 200 dernières années. Il n'y a rien eu au Bénin qui empêche et qui demande l'importance du PAM. Le PAM intervient dans les zones à conflit, les zones où l'humain n'a plus les capacités de pouvoir s'occuper de sa production. On n'est pas dans ce cas au Bénin. Mais comment aller confier l'alimentation de nos propres enfants dont les parents sont paysans, cultivateurs, et qui n'arrivent pas à gagner, qui ne sont dans aucune base de données, qui ne sont pas du tout subventionnés, au moins cette subvention est importante. S'ils savent déjà qu'on peut les aider à produire pour leurs propres enfants, c'est-à-dire la cantine scolaire, ça fait un grand bond. Ils vont adorer l'agriculture et leurs enfants vont adorer l'agriculture. Mais malheureusement, nous, on a orienté le ministère du Plan dans ce sens avant même qu'ils ne fassent la déclaration de choisir le PAM. On leur a dit, nous sommes des agronomes, on est nombreux, on est formés, il y en a plusieurs parmi nous qui sont en train de faire des cours de physique dans les écoles, qui n'arrivent même pas à oser dire qu'ils sont agronomes. Il y en a parmi nous qui font les cours de littérature, ils n'osent pas dire qu'ils sont agronomes. Il y a les techniciens agricoles du lycée Mehdi Sékou, KICA, beaucoup d'écoles d'agriculture de Cobert, qui tombent et qui retombent encore dans la conduite de taxi-moto. Et ou bien qui repartent, ils ont les moyens, dans les cours universitaires pour avoir diplôme de droit. C'est une honte. Parce que normalement, tout ce cycle a été conçu pour pouvoir remplacer le cultivateur, afin qu'on ait des producteurs. Mais lorsque les gens font comme ça, on n'arrive même pas à parler, c'est des milliards. Ces milliards auraient pu être servis seulement de voir les circonscriptions scolaires qui sont déjà définies, les cartes existent, et les cartes de circonscription sont normalement superposables aux zones agricoles. Ça veut dire qu'il faut juste piquer les données de ces zones agricoles, circonscrire aux cartes scolaires et appeler ces paysans-là à la rescousse de l'alimentation souveraine, de la nutrition des enfants scolaires. Et ils vont sortir les spéculations. Les nutritionnistes formés par l'université vont mettre en place les rations journalières. Ah, si c'est 2 œufs le mercredi, on va alors calculer la ration de chaque enfant dans la circonscription pour voir comment couvrir la quantité de produits les œufs, ce qu'il faut pour toute l'année. Comment aider les volailleurs, ceux qui sont dans la production de volailles, à tout au moins sécuriser leur investissement pour produire des œufs pour les étudiants. La carcasse pour la viande. Et c'est réglé. Dès que l'objectif est pris, on leur confie, on les subventionne. Et la subvention, c'est ce qui est utilisé pour racheter ailleurs, avec sueur, qu'on réinvestit pour produire de l'économie circulaire autour de l'agriculture de proximité. Et avec ça, tout le monde est à l'aise. Les gens s'installent, même d'autres vont même démissionner du trésor pour devenir fermiers. On a laissé tout ce potentiel, tous ces vivriers-là, et on est allé dans des choses de perte d'énergie. Ça déconstruit encore la politique agricole. C'est la même chose au niveau des restaurants universitaires. Nous avons des restaurants universitaires qui sont à proximité des grandes zones de production agricole. Quand je vois le restaurant de l'université de Parakou, qui doit être dans les 100 000 étudiants, ils sont à côté de 33 000 hectares de fermes abandonnées. Mais rien n'est fait pour que cette ferme-là soutienne l'alimentation du campus. Et pourtant, quand nous étions sur le banc, on a amené des projets de coopératives universitaires de production agricole pour ramener les producteurs de la ville de Parakou satellite à la production tout au moins de ce que les étudiants vont manger. Comme ça, on est sûr d'être dans la souveraineté alimentaire, de manger ce qu'on sait produire et de produire ce qu'on sait manger. Ah, mais vous voyez, le recteur était d'accord, mais les agronomes formateurs même étaient contre. Ils ont demandé à ce que tous les étudiants soient d'abord agronomes avant de commencer par réfléchir. Donc, nous avons des problèmes à tous les niveaux. Et je pense que le régime qui est là, qui a lancé plein de slogans,
devait saisir l'opportunité et réorganiser le système. Mais j'ai constaté quelque chose qui n'est que ma propre analyse. J'ai constaté que le régime qui est là, des leaders qui ont peur des agronomes. Parce que les agronomes ne sont pas toujours dans la rente. Vous voyez, c'est eux qui ont fait les cartes agroécologiques. Les agronomes sont beaucoup plus, ils ont été formés pour résoudre le problème de la souveraineté alimentaire. Et ça ne fait pas du bien pour les leaders du régime actuel. Je me permets de le dire parce que c'est ce que j'ai constaté. Ils sont dans le coton. Le coton est un autre business exotique avec des engrais, tout ça là et partout, sans respect des zones agroécologiques. Parce que le coton n'a même pas son référendum au Bénin. On l'a adapté parce que le colon l'a amené. Très bien, on n'est pas resté dans la zone où le colon était resté. Le colon n'a pas fait du coton dans la Takora, qui est le bassin, qui est le château d'eau du Bénin. Mais on l'a étendu partout jusqu'à Zakota, où il y avait déjà des vergers partout, des vergers d'agrumes. Le coton a envahi tout partout. Alors qu'en réalité, il n'y a pas cette zone-là touchée par le colon. Les zones touchées par le colon, c'est le Borgou. Mais pourquoi ne pas rehausser la densité du coton à l'hectare que de l'étendre dans l'extensif? L'extensif permet de justifier l'épandage d'engrais, l'épandage de phytosanitaires. Et les gens sont restés dans cette mauvaise politique et ils ont rencontré la résistance des agronomes, la résistance des anciens cardaires. Et ils ont décidé de détruire la structure du cardaire, du SERPA, des agronomes et de les envoyer paître. Ça a fait que le coton a pris le dessus et plus personne ne parle des autres cultures. C'est de façon embryonnaire que le ministère récite à tout moment la diversification agricole juste pour des ateliers où le monde entier veut que l'agriculture soit diversifiée via comment vous appelez FAO, via je ne sais pas si il y a le sigle en français, c'est la FAO. Donc la FAO dit quelque chose, ils récupèrent rapidement, ils savent très bien qu'ils n'ont que les cultures de rente et ils mentent. Tout le monde a décidé de mentir. Donc c'est là où on en est, sinon en réalité, il n'y a aucun problème. Nous sommes dans un pays parfaitement paisible avec une diversité de régions qui offrent une potentialité dans diverses cultures qui ne manquent pas d'intérêt pour le développement durable. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Vous voyez la traque actuellement avec les peuls qui sont en réalité la base de la production carnée du wagashi qu'on aime. Les gens ne réfléchissent même plus au wagashi. Ils mangent ça tous les jours. Ils font tout pour manger le wagashi avec yam pilé. Mais ils oublient que c'est les Campbell et que c'est la transhumance qui donne le wagashi. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ah oui, il faut arrêter les bovins, il faut arrêter celui qui traite les bovins. Au lieu de réfléchir à tracer le chemin du bovin qui ne rencontre pas du tout un champ, on décide d'aller sur des lois théoriques pour tuer la transhumance qui reste en réalité un système productif mieux que l'administration. Donc voilà comment ça fonctionne lorsqu'on ramène tout à la politique, à l'administration et à l'effet marin à Cotonou. Cotonou ne peut pas régler le point de l'agriculture du Bénin. Jamais. Cotonou ne peut jamais régler. Cotonou a ses problèmes de l'effet marin, des papérasses, ses problèmes de politique et de l'eau que Cotonou ne résout pas. Le Cotonou n'arrive pas à résoudre le problème de l'agroécologie de Cotonou. C'est les poissons, les crevettes, les crustacés. Elle veut résoudre les problèmes de l'agriculture du pays. C'est pas possible. Cotonou n'est que 79 km². Elle ne peut pas réfléchir à l'agriculture du pays. Donc, c'est là où on a pris la douche froide et on est en train de tourner autour de nous-mêmes. Et vu que les agronomes n'ont plus de parole, ils se sont battus, ils ont migré, d'autres sont devenus enseignants-chercheurs et ils ont abandonné le secteur parce qu'ils ont qui? Ils ont qui pour résoudre le problème? Le leader du pays qui finance tout le monde, qui est le mécène de tout le monde, il est dans les rentes, il vit des rentes et il est au cœur du système gouvernant. Et il ne donne même pas la parole, il ne veut même pas la réflexion des agronomes. Mais le pays est foutu parce que sans agronomie, il n'y a pas de souveraineté. Voilà un peu ce que je peux dire en ce sens. Restons toujours sur la question des cantines scolaires. Vous avez dit tantôt que le Bénin a choisi le programme alimentaire mondial pour pouvoir couvrir les besoins de vivre au niveau des cantines scolaires. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on donne à manger à nos enfants, peut-être, ça peut être en déphasage avec leur régime alimentaire
habituel. Vous avez donné tantôt l'exemple de fonio qui est produit à Kobli. Donc, les enfants de Kobli, peut-être, auraient préféré prendre la bouillie de fonio le matin qu'une farine qui est venue de l'extérieur. C'est quoi votre réflexion à ce niveau? Vous avez tout dit, ça montre très bien que vous êtes un bon agronome. Mais c'est ça le problème. Ils sont en train de détruire génétiquement même le plus profond. Parce que l'habitude alimentaire, c'est d'abord l'identité culturelle. Je suis de Kobli, j'ai l'habitude de prendre du folio et on me sert quelque chose. Ils vont vous mentir, hein? Ils vont vous dire que le programme alimentaire mondial a tout fait pour offrir du folio. C'est faux. Ils vont transporter du riz en quantité énorme, du riz venu de je ne sais où, et distribuer. Normalement, si ça doit marcher, c'est la cantine scolaire, la zone de production agricole, la carte de la circonscription scolaire, plus tous les producteurs, pas sélectionnés politiquement, tous les producteurs systématiques, on leur donne une part citoyenne à produire et récupérer l'argent. Très bien, le même problème se passe. J'ai eu la chance de visiter en 2018 des cantines scolaires à Rwansori et un peu à Saint-Cécile. Or, c'est des enfants qui sont adaptés à la consommation du poisson, d'eau douce. Mais on leur amène du silivi, et petit coupé comme ça, avec du riz à peine mélangé avec une sorte de sauce à plat là, qu'on leur donne. Alors que vous voyez très bien que ces gens-là sont des enfants des pêcheurs, les enfants là même pêchent. Ils font la pêche avec leurs parents, métier ancestral. On aurait dû carrément, si on calcule bien les rations, et qu'on sait qu'on ne peut pas manger du poisson toute la semaine, et qu'on sait par exemple que c'est 3 fois parce qu'ils ont déjà l'avantage comparatif de manger du poisson, donc on peut mettre ça 3 fois dans la semaine. Il faut rajouter du wagashi, il faut rajouter du fromage, il faut rajouter comment on appelle, de la viande de bœuf, tantôt de la viande de mouton et la viande de poulet, et la semaine est complète. Ils peuvent faire le troc. C'est-à-dire, on sent qu'à Abomey, à Gbanizou, les gens sont en surproduction même de poulet. Très bien, vous allez donner telle quantité de poulet à Rwansori, circonscription urbaine de Atlantique littoral. Et eux, ils vous donnent telle quantité de poissons, de crevettes et de crabes. Et le problème est résolu. Entre nous, nous sommes entre nous chez nous. Et on a caché l'indignité. On est allé confier le programme alimentaire mondial, ce n'est pas forcément les Béninois. On est allé confier notre intimité à des gens qui ne sont pas de chez nous. Alors qu'on n'est pas handicapés, ne sommes pas des exclus, nous ne sommes pas des handicapés, moteurs incapables de produire. Et ça là, c'est un déphasage avec notre culture. Parce que même en Occident, les îles, on va rechercher Paris Store ou bien des petites boutiques qui ramènent les produits de chez nous. Parce qu'on n'a pas envie d'être dépaysé, d'être détruit génétiquement et surtout sur le plan affectif alimentaire. Ça a fait que là maintenant, ils sont en train de former des enfants atypiques. Parce que lorsque je suis de chez moi et que je suis capable de manger quelque chose pour bien grandir, je suis adapté. Et qu'on me sert d'autres choses au détriment de mon potentiel, de ce que mon parent peut faire pour vivre, je suis en train de former des dangers pour la République. Et c'est ça dans toutes les zones du Bénin. Les gens à Parakou auraient bien pu prendre du Kolor et du Toubani, mais est-ce qu'on va ramener ça? Regardez ce qu'on nous sert dans les restaurants universitaires. Nous sommes des gens venus de quelque part et pourtant, regardez les mets. Difficilement, vous allez trouver de liam pilé, difficilement, vous allez trouver du poisson d'eau douce, difficilement, vous allez trouver, il n'y a que des spaghettis, du riz, parfois le don de riz japonais, on déverse des tonnes. Alors qu'on devait être dans notre production raisonnée. L'université n'a même pas autre objectif que de pouvoir produire pour démontrer qu'elle est capable de former des gens pour la nation. L'université doit maîtriser la ressource alimentaire du campus, au point où l'université peut dire, nous avons tellement produit pour 800 000 étudiants, nous n'avons que 200 000. C'est ça qui va prouver, qui va frustrer le dirigeant, et le dirigeant va nous respecter. Donc, je peux dire que je confirme que nous sommes complètement en déphasage alimentaire, et on nous prépare ainsi à l'extérieur. On nous prépare au désamour de notre pays.
Je suis chez moi, j'aime bien le Astroqueen, j'aime bien le Févi, et on me sert des trucs à la hâte, comme si je suis à l'étranger. Donc, voilà déjà le problème que ça pose sur le plan affectif, alimentaire, sociologique et tout. Et donc, dans ce genre de structuration, on se retrouve dans une situation où nous sommes bien obligés de pouvoir... Excusez-moi. Nous sommes bien obligés de pouvoir tenir compte uniquement des réalités de chez nous et de pousser le politique à pouvoir forcément prendre en compte les besoins du milieu, les efforts du milieu, les potentialités du milieu, comment on appelle les connaissances du milieu. C'est très important de le faire. Sinon, nous sommes en train de nous tromper. Nous ne sommes pas gouvernés par les Occidentaux. Nous ne sommes pas gouvernés par des étrangers. Nous sommes gouvernés par des gens qu'on est censé élire nous-mêmes. Mais il ne faut pas que ça fonctionne comme si nous nous battons tous les jours pour être contre nous-mêmes. Sur cette question pertinente-là, est-ce que c'est les cadres agricoles qui se sont trompés de chemin ou bien c'est les politiques qui ont du mal à écouter les orientations que donnent les scientifiques? Il y a le gros problème de la base. Nous allons beau nous attaquer aux politiques, et je vais être prudent. Franchement, ce n'est pas les politiques. Franchement, c'est le dysfonctionnement qui est parti de la base. La base, c'est quoi? Lorsqu'on a organisé tous les systèmes de formation et que le système n'est pas adapté aux défis du pays, parce que le politique, là, lui, il est dans le socha-doucha, hein, il est dans le cash, et parfois même il vient en politique pour s'enrichir. Ce n'est pas pour grand-chose. Ils n'ont pas un grand rêve. Et lorsque c'est comme ça, et ceux qui doivent travailler, c'est les élites. Les élites, ils ont la chance d'avoir la main. D'abord, ils ont la science, ils ont le temps, ils n'ont pas une urgence mandataire et ils ont la formation. Vous voyez, les politiques ne sont pas des formateurs, ils ne sont pas éducateurs, ils ne sont pas instructeurs. Pas forcément, quand ils sont en politique. Mais les instructeurs, les éducateurs et les formateurs, les universitaires, eux, ils ont tout le temps, quand on les recrute et qu'eux-mêmes, ils ont pris comme carrière envisagée un métier d'enseignement, de conception, mais plus personne ne peut leur arracher leur connaissance. Alors, si à l'université comme dans les écoles, on n'a pas pu s'organiser pour pouvoir construire des modèles digestes, acceptables, adaptés, intégrés, pour que le politique n'ait même pas le choix. Mais la faute est à qui? Parce qu'eux, ils prennent leur salaire tout le temps. On n'est pas nombreux, hein? L'État gère à peine 200 000 salariés. Mais c'est suffisant pour 13 millions d'habitants. OK, il n'y a pas suffisamment de producteurs pour résoudre le problème du blé en France. Il y a peut-être un producteur pour 1 million d'habitants en France. Vous voyez, donc, le problème est que ce minimum-là, ils ne se sont pas entendus pour transformer le système pédagogique de formation, d'ateliers, de pratiques, d'outillage en modèle applicable. Et c'est là où on a raté le phénomène. Normalement, les écoles, les universités devaient servir de modèle de développement que le politique peut utiliser malgré lui pour faire son développement. Parce que le politique peut être malin. Il va bien voir les résultats, il va contourner. Mais lorsque le résultat, il est enfermé dans une sphère universitaire impénétrable et que le résultat est en anglais alors qu'on est francophone, et le résultat individuel pour être au CAMES, le résultat n'est utilisé que pour avoir des diplômes, le résultat n'est utilisé que pour avoir des moyennes, la moyenne n'est pas du tout non plus pour avoir des rendements de blé, de rendements de maïs. Les trucs sont fictifs. Donc, dans toute cette infinitésimale, ces erreurs infinitésimales-là, on a organisé le lit
aux politiques de faire de nous ce qu'il veut. Parce qu'on n'est pas organisé. Les gens des résultats au campus, ils ont du mal à partager. Parce qu'il y a des petits soucis de superstition, on va me bloquer encore avec la sorcellerie, il m'aime pas, c'est mon doyen, il aime plus l'autre, mais résultat, il va torturer. Et on est dans une structure informelle, dans des situations formelles. Ça a fait que les gens n'ont pas pu construire des modèles cohérents, parce que le modèle cohérent n'est pas un modèle qui porte un nom, c'est un modèle qui porte une entité. L'université peut dire, nous avons réorganisé le paysage agricole de Cotonou. Nous étions là depuis 1970. Nous avons réorganisé le paysage agricole de Cotonou. Voilà ce que nous proposons pour Cotonou. Mais nous le mettons en pratique parce que c'est nous qui formons les politiques. C'est nous qui formons les jeunes cadres. C'est nous qui formons les gens que vous recrutez. Et nous leur avons déjà dit ça. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous créer des problèmes. Et ils sont nos soldats. Parce que le politique n'a pas vraiment une université. C'est les universitaires qui ont leur université et c'est les écoles agricoles qui ont leur école. Le politique a beau être en haut là-bas pour construire, le politique ne vient pas choisir ce qu'on va mettre dans la tête, transmettre dans la tête de l'apprenant. Alors, chacun est maître de sa matière. Lorsqu'il n'y a pas cette cohérence, c'est quand même normal que ce soit la cour du roi Péton, et puisque le politique, lui, on lui a dit par convention qu'il a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Il dit, d'ailleurs, je suis avec des gens qui n'ont pas de modèle, qui n'ont rien. Yaïboni l'a dit, je n'ai trouvé personne avec qui travailler. J'appelle les gens. Talon est venu dire, c'est un désert de compétences. Il appelle qui il veut. Et Kérékou a dit, c'est des intellectuels tarés. Très bien. Mais vous-même, en tant que doyen Jules, vous avez fait l'agronomie. Est-ce que le Bénin vous a jamais vraiment fait appel? Non, alors que nous ne sommes pas nombreux, les agronomes. Moi, le Bénin ne m'a jamais fait appel. Je ne suis pas vraiment un grand, comment on les appelle? Ceux qui ont bien étudié, hein, je fais partie des derniers. Mais il n'y a pas de dernier en agronomie. Tout le monde est utile. C'est ce qu'on nous a enseigné. Si même l'université ne gère même pas déjà les alumni, des gens qui vont servir au développement du pays, ça veut dire qu'on a formé pour rien. C'est l'université qui doit déjà faire les lobbies, doit avoir des besoins. Le premier besoin de l'université, c'est comment nourrir les étudiants. Ce n'est pas comment leur donner du savoir. C'est comment les nourrir. La nourriture même est déjà le premier savoir. Lorsque tu es bien nourri, bien logé, c'est le premier savoir. Tu te concentres. Et la transmission du savoir est facile. Mais les gens abandonnent l'essentiel, les besoins fondamentaux, et veulent transmettre des comment je vais appeler, des moellons de savoir et jeter dans le crâne des apprenants, sans même regarder le problème psychologique, tout ça qu'il y a. Alors qu'il faut résoudre le problème basique. L'alimentation, c'est les 5 besoins fondamentaux. Même le vêtement, l'université peut décider d'aller aux vêtements. On a vu le coton, l'université peut réclamer des balles de coton et instituer les institutions textiles, tout ça là, les sociétés, à leur produire des nappes de tissu pour que les étudiants soient quand même fiers d'être au moins dans 2 ou 3 tenues rouges, pour qu'il n'y ait pas trop de disparité. Donc, si les gens ne sont pas cohérents et que la vision universitaire, toutes les visions universitaires au Bénin, c'est la lumière, hein, rayonnement scientifique. Si le rayonnement scientifique ne touche que le curriculum individuel, le politique fera de nous ce qu'il veut. Parce que l'université, c'est quoi? Il y a les scientifiques qui sont déjà bons. Mais ceux qui sont plus bons que les scientifiques, qu'on ne voit pas, c'est les apprenants. C'est les ouvriers. Et la reine du Nord, comment on appelle? La reine du Nord ruche, elle est importante, elle va produire plein de soldats, plein d'ouvriers, mais elle n'est pas la plus importante. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent butiner les fleurs pour ramener du miel, pour ramener de l'alimentation, pour ramener du pollen. La reine ne peut pas sortir, elle ne peut même pas bouger. Elle est là, douillère, et tout le monde le sait, et elle produit seulement les individus de toutes les sortes. C'est la même chose. L'université, le recteur, il est bon, d'accord, il a le courage, il est le plus intelligent, d'accord, le meilleur scientifique, d'accord. Mais les vrais ouvriers, c'est les autres. Là où il faut avoir du nouveau, là où il faut avoir ce qu'il faut pour contrecarrer le politique, c'est dans les apprenants. Ils vont ramener les problèmes qu'ils ont dans leur village, les problèmes qu'ils ont dans leur commune, dans leur arrondissement. Regardez par la cour, 441 km², 3 arrondissements. Vous imaginez? Incapable de s'organiser pour nourrir les étudiants.
au début, en 2001, ils ont dit c'est pour ne pas faire comme l'université d'Agomey-Calavi. Ils ont présenté l'université d'Agomey-Calavi comme une université qui a échoué, qui fait de la littérature. Ils ont fait depuis 2001 maintenant, et ça fait une vingtaine d'années. Ils sont là. Ils ont d'abord récupéré une ancienne école. Ils n'ont même pas développé une seule affection pour la femme de l'Opara, 33 000 hectares. Ils sont même allés même dire que c'est dans la commune de Tchaourou. Vous imaginez? Alors que la commune de Tchaourou, cette décentralisation-là est arrivée après que l'Opara soit déposé là. L'Opara a été déposé là dans les années 1950 et quelques. Et la décentralisation est arrivée dans les années après 1990. Comment on peut utiliser cet argument-là pour dire qu'il faut aller passer par le maire de Tchaourou et que l'université de Parakou est dans la mairie de Parakou? Ouais, nous sommes des intelligents rigolos et on se joue. Et c'est ce que le politique aime. Très bien, ils sont comme ça, nos mauvais gars, on va aller ailleurs. Ça, on va aller au PAM. Sinon, si l'université avait son modèle pour bien nourrir, intégrer, regardez Songhai, c'est pas miraculeux. Songhai ne prend pas de scolarité chez les enfants. Il les héberge. Il n'a pas un financement consistant. Et les enfants produisent pour se nourrir. Il leur offre seulement le logement. Et ça, là, l'État béninois, avec ses enseignants, n'est pas capable de le faire. Ah, mais c'est là le problème. C'est pour ça que je ne veux pas jeter le discrédit sur les politiques. C'est vrai que les politiques, il faut même savoir, ils sont parfois étudiants. Ils sont parfois étudiants pour évoluer, avoir des grades. Donc, le gros problème même, c'est les universitaires qui sont dans la pensée, la réflexion, la proposition des modèles. C'est là où on a failli. On a tendance à s'attaquer aux politiques. Les politiques sont des évanescents. Ils vont passer tout de suite là. Talon va faire tous ces jeux, plutôt il partira. Mais un universitaire, il ne partira pas. Il est professeur titulaire à vie. Ça veut dire que c'est des structures fiables, durables, sur lesquelles on peut compter pour faire des choses durables. Mais s'ils sont éparpillés et discontinus, toute la République sera discontinue. C'est pour ça que moi je dis que le problème n'est pas les politiques. C'est plutôt la conception de base qui est, je ne vais pas aller m'attaquer aux scolaires. Je m'attaque seulement aux universitaires. Parce que là, au moins, tout le monde a pris conscience à 17 ans avant de venir au campus. Vous avez dit aussi, en fait, quand le colon a introduit le coton au Bénin, il a choisi une zone agroécologique, le Borgo. On peut dire dans une certaine mesure, le Grand Borgo, Borgo à Libori. Mais aujourd'hui, on produit le coton à Zapota, on produit ça dans l'Ouémé. Est-ce qu'il y a un risque pour ces zones agroécologiques, le fait d'amener des productions qui n'étaient pas bien adaptées à leur sphère? Merci beaucoup, doyen. Il y a tellement de risques qu'on ne peut même pas les citer. On va faire semblant de dire risques environnementaux, risques humains, risques comment on appelle, de destruction de l'habitat naturel, et tous les risques économiques, tous les risques financiers, tous les risques vont concourir à la pauvreté, à la paupérisation. Je vais vous donner l'exemple de Zapota. Un juif, dans sa promenade, a découvert la révolution. Peut-être même a découvert le Bénin. Elle a étudié tout le Bénin, a constaté que ils appellent Diapaïzou. C'est bien ça, non? Il y a une commune là. Jusqu'à l'Opéisa, les agrumes, c'est parfait. Ces sols-là ressemblent un peu à nos sols en Israël. Et il a développé les agrumes. Toutes sortes, tangelots, ceci, cela. Et il a aidé les paysans à installer des vergers. Quand on a tordu le cou à la politique sous la révolution, soyons sincères, hein, c'était beaucoup de slogans, mais ils ont été réalistes. Parce que c'est à Zapota et aux alentours qu'ils ont mis l'usine des agrumes. Et Sotofruits, les trucs comme ça, Sonafel, ils ont mis les usines des fruits, tout ça là. Très bien. Quand les malins sont rentrés dans le système agricole et ont découvert qu'avec l'emballage, on peut commencer par transporter le coton, on peut commencer par faire la logistique, on peut même vendre de l'engrais, il faut tuer alors tout, il faut tuer les usines textiles pour qu'on ait plus ça, parce que ça dépend, hein. Si je transporte une balle de coton à 5 000 et qu'il y en a 1 000, je ne vais pas laisser quand même 500 balles aller dans des usines textiles. Je vais fermer les usines textiles pour pouvoir transporter parce que le mercantiliste, il n'est pas assez intelligent, il est brut. Et il n'est pas durable.
Ils cherchent son argent. Donc, ça a fait que les gens ont détruit. Et ils ont dit à Zakotala, tu fais coton. Moi, j'ai fait stage, je ne sais pas si c'est MAIR, à Zakota. le village s'appelle Zak Bogomé. On a fait tout le tour à pied. Tous les paysans GV là, les GV là, c'est coton. Il n'y a pas GV pour Nenoui, il n'y a pas GV pour Févi, il n'y a pas GV pour maïs, il n'y a pas groupement villageois pour, il n'y a même pas groupement villageois pour Yovosin. Mais il y a groupement villageois pour coton. Et tous les groupements villageois, c'est coton. Et tous ces groupements villageois-là, on les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils sont des grands producteurs d'agrumes. Et on leur a apporté maintenant un peu d'argent. Et on leur a donné la responsabilité de distribuer intrants et de faire le chef. Et on prend souvent les chefs villages. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit clairement, mais on a le rôle million. Nous dit, vous de la vérité, c'est-à-dire le coton, ça ne va pas, mais c'est le chef qui veut. On fait, et il nous apporte de l'argent. Tous nos agrumes donnent, parfois on n'a même pas le temps d'aller cueillir. Mais vous voyez le colon, il a fait agrumes à Zakota. Mais les nègres que nous sommes chez nous, on est venu mettre coton. Et on n'a même pas réfléchi à savoir comment on fait le jus de cocktail ou bien jus de je ne sais pas quoi qui ressemble un peu à jus d'orange que la Sobebra fait. On prend des trucs, on vient, on mélange des émulsifiants, comment vous appelez ça, et des odorants, des trucs comme ça. Alors qu'on a beaucoup d'agrumes qui peuvent couvrir tout le territoire. Les Nigériens viennent chercher ça, nos agrumes, comme ils viennent chercher nos ananas. Et ils s'en vont parce que ce n'est pas filière et que tout le monde doit aller vers le coton. On a détruit l'écosystème là parce que les gens commençaient pas à faire coton dans les vergers d'agrumes. Quand on fait coton, lutte étagée ciblée, non ciblée même, on va mettre engrais, on va mettre phytocide. Même s'il n'y a rien, on doit mettre parce qu'il faut vider les tanks pour qu'on justifie que l'hélico ne va pas. Même si ça n'existe pas, on doit lutter contre ça. Ça a fait que les gens, on prend Tangelo, mais on prend du poison. Et à part ça, toute cette zone de ça là, mais la pluie qui tombe, elle va aller où? Elle va ruisseler, d'autres vont percoler pour rejoindre où les nappes phréatiques. Ce qui va ruisseler va rejoindre les cours d'eau, ça va rejoindre le Zou. Le Zou va alimenter l'Ouémé et la vallée de l'Ouémé va devenir un stock de polluants. Et on va pomper ça au niveau de Godomé pour nous donner de l'eau à boire, sans faire les études pour éliminer les polluants. Et ça, les professeurs ont fait les études sur ça. Malheureusement, les études ne sont pas dispersées. Il y en a des problèmes de diffusion des résultats parce qu'il faut encore de l'argent. Et pour l'argent, l'ambassade des Pays-Bas n'a pas réfléchi à ça. L'ambassade de France n'a pas l'argent. Le gouvernement même a l'argent pour la politique, a l'argent pour les salaires de quelques 200 000 et les gros salaires des dirigeants et comment motiver les gens ou bien comment corrompre les politiques. Mais pas l'argent pour dépolluer l'eau. Il faut que l'étranger qu'on insulte d'être l'exploitant nous donne l'argent. Et dans ça, vous avez vu qu'on s'est pris au piège. Donc ça, c'est les conséquences. Deuxième conséquence, tous les gens qui sont nés à Zakota, là, Zak Bogomé, Zak Clé, mais les agrumes pour les nourrir, ils se sont retrouvés dans les émigrants. Et parfois, même on ramasse les sacs d'agrumes et on jette ça dans la brousse. Parce que, pourquoi? Je vais ramasser ce sac-là. Et après, quelqu'un va me dire, va acheter ça à 300. Et ça a fait que les gens ont abandonné la filière que le juif a amenée. Dans ça, vous avez vu, c'est la lèpre sociétale. S'il ne veut pas conduire les émigrants, il va aller scier tous les panneaux solaires et vendre les batteries. Il va vendre le fer. Il va aller couper les rails. C'est la faute à qui? Parce qu'on n'a pas organisé la filière qui répond à sa zone agroécologique. Alors qu'on est dans un pays gouverné, il ne peut pas aller voler la ferraille du palais de la Marina. On va le charcuter. Mais le pays ne gouverne pas tous les endroits. On peut aller scier le fer. Et on vend tout, on se vend, on se tue, on se trompe. Donc, c'est pour vous dire que les conséquences sont énormes. Et le professeur Kodia, Jean-Claude, avait abordé la problématique quand le président Talon est arrivé au pouvoir. Il faisait partie des premiers à attirer l'attention du président Talon pour dire que, je le paraphrase, je ne peux pas dire exactement ce qu'il a dit. Il a semblé dire au président
Mais vous êtes le leader du coton et le château d'eau du Bénin, c'est la Takora. L'OME prend sa source dans la Takora, dans la Donga. Ah, est-ce que vous pouvez au moins soustraire la Takora et la Tonga de la zone de production cotonnière? Et il explique. Parce que nous avons les réserves de faune là-bas. Tous les touristes veulent aller là-bas. L'eau qu'on boit à Cotonou vient de là-bas, Porto Novo vient de là-bas. Alors, il y a de bonnes raisons que si le leader est devenu président, que le leader change et nous apporte quelque chose de merveilleux. Il a dit, aucune loi dans le pays, c'est ce que le leader a répondu, aucune loi dans le pays n'a interdit de faire le coton quelque part. Alors qu'il sait que c'est lui-même qui manipule les lois. Les lois ne sont pas des lois raisonnées. Les lois ne sont pas des lois venues de la faculté d'agronomie, ni d'une structure de production végétale. Donc, dans cette singerie, vous voyez, c'est des exemples. S'il y a des gens comme le professeur Kodia qui ont parlé, qui ont été rabâchés, moi, je suis qui? Moi, je suis même pas encore né. Et nous, on a suivi tout ça là en live. Donc, c'est des problèmes qu'on a contre nous-mêmes. Et qui est derrière ce leader? C'est toujours les Béninois qui le soutiennent, mais qui ne le raisonnent pas. Donc, c'est pour vous dire que les problèmes sont énormes. On va décaper encore les vergers d'oranger, de tangelo qu'on ne peut plus reproduire parce que le juif qu'il avait fait à l'époque, il a transmis la connaissance aux paysans. Et les paysans ont la maîtrise. Ils sont très forts dans le drageonnage, le bourgeonnage sans avoir été à l'école. À cause de ce juif, ils ont perdu la main. En perdant la main, on ne peut plus renouveler les vergers. On découpe les vergers pour faire du coton, culture annuelle. Alors qu'un verger d'agrumes peut produire 2 à 3 fois dans l'année. Culture annuelle qu'on ramasse, c'est que l'optimum n'est même pas à Zakota, ni à Zagbobome. L'optimum est plutôt dans le Borgou à Libori. Donc, dans ce genre de choses, c'est foutu. On nous parle encore que c'est des économies, c'est des agronomes, c'est-à-dire c'est des compétiteurs nés. Alors qu'il y a les techniques de production cotonnière de rente qui sont très rentables, en serre, en hauteur. Il n'a qu'à faire les cultures en sol. Il n'a qu'à intensifier la production agricole dans ces zones, reconstituer des forêts dans ces zones pour compenser. Et ça marche, les gens vont lui vendre même des médailles d'or de culture du coton en or. Et il va construire des musées de coton, et il tourne autour du tourisme, et il transforme le peu de coton au Bénin. Tout le monde est à l'aise avec les soutiens-gorge produits au Bénin. Mais on est dans des jeux brutaux. Personne ne nous a dit de faire ça. C'est nous-mêmes avec notre stupidité. Et ça, on doit le dire parce que nous, on a payé de l'argent pour apprendre ça. Si je meurs avec ça, que vous mourrez avec ça, on a apporté quoi? On n'en fait rien dans le royaume des morts. Donc, on doit en parler même si le couteau à la gorge, parce que c'est là où on a piégé le pays. Hein. On a piégé le pays par l'agronomie, par l'agriculture, on a piégé le pays. C'est pour ça qu'il n'y a pas de subvention. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans l'agriculture. On donne des subventions à tous les cadres productifs. Mais vous-même, vous savez, quand on recrute des cadres, on leur donne des salaires, on leur donne un bureau, c'est des subventions, on leur donne des sécurités sociales. Et ils ne sont même pas productifs. Mais les paysans, 70% on a dit, ça veut dire qu'on est quand même 9 100 000 au Bénin à faire de l'agriculture. Et il n'y a pas de subvention. À faire pas de l'agriculture, à cultiver la terre. Et il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de milliardaires paysans. Et il n'y a rien autour. On n'achète pas la terre. L'État même n'a jamais osé acheter la terre. L'État même n'a jamais osé essayer le coton. L'État même n'a jamais osé acheter des roues pour voir comment ça marche. L'État même n'a jamais essayé de se payer même l'hôpital. Tous les paysans la payent l'hôpital. Et ils n'ont pas de subvention. Et ils vont vendre seulement une seule fois le coton dans l'année. Le soja est arrivé grâce aux Français et aux Belges. Il n'y a pas très longtemps, ils ont ramené le soja parce qu'ils en ont besoin. Et l'État n'était même pas vraiment impliqué. Et c'est l'État l'État, griffe privée, qui veut récupérer la filière. Ça ne marche pas. Et les agronomes sont où? Les gens de la production végétale sont où? Ceux qui pensent et mettent en place la structure. Ils sont enfermés dans les universités, ils sont enfermés dans les articles et ils ont choisi leur camp plus facile pour pouvoir s'adapter au dysfonctionnement. Or, ce n'est pas comme ça qu'on est intellectuel. Quand on est intellectuel, on arrête les dysfonctionnements, pas en marchant, ni en grévant. On crée des modèles qui marchent.
Et sur le campus, ça peut se faire. Dans la ville, ça peut se faire. Dans le milieu rural, ça peut se faire. Et c'est là où nous avons tous perdu. L'une des premières spéculations introduites au Bénin, c'est le palmier à huile. Donc, pendant les années 60, le Bénin a été comme un leader et qui fournit même des plants dans la sous-région. Mais progressivement, cette filière a été reléguée en arrière-plan. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a abandonné cette filière pour les filières phares d'aujourd'hui? Exactement. Et ça répond aux mêmes critères. Mais je vais même aller plus loin. Et le colon a découvert le palmier. Vous voyez, c'est pour ça que on ne va pas défendre le colon, mais soyons sincères. Ils ont été honnêtes. Ils ont découvert le palmier au Bénin et ils l'ont pris. Ils n'ont pas ramené le palmier au Bénin. Ils ont vu que nos galeries étaient remplies de palmiers. On s'est déjà extrait de l'huile, différents types d'huile du palmier. Et ils l'ont intégré dans leur système de conception de notre paysage. Jusqu'à ils ont cultivé le palmier. Ils ont été chercher le préférendum du palmier. Ils ont vu que c'est à Kobé. C'est une culture guinéenne. Et le Kobé réunit toutes les conditions guinéennes. 1800 mm de pluie, ceci, cela, la température. Et ils ont dit, donc nous allons mettre la station de palmier ici. Ah, les gens locaux adorent ça pour leur fétiche. Parce qu'on savait déjà mettre le palmier à huile sur tous les fétiches. Très bien, sur la plupart des fétiches. Très bien. On sait aussi extraire du vin. Mais ils auraient pu tuer le palmier. Quand aujourd'hui les panafricains, les kamites mentent pour dire qu'ils sont mauvais, ils auraient pu nous détourner du palmier. Alors, pourquoi est-ce qu'en 1960, on était au top quand on a récupéré, on a hérité le système du colon et qu'on a baissé? On a baissé parce qu'on n'est pas conséquent envers nous-mêmes. On a baissé parce que tout simplement, et on savait que le palmier était une culture de cueillette. On ne savait pas faire l'agroforesterie avant l'arrivée des Blancs. Disons-nous la vérité. On savait faire la culture de cases, les jardins de cases. On savait aller dans la galerie. Et là, ils tournent. Aussi. On ne savait pas pomper l'eau. On allait prendre l'eau dans la rivière. On essayait de ne pas trop polluer. Et on ramassait les palmiers, les noix de palme qu'on tombait. Donc, on ne savait pas les planter en système agroforestier. Ça, c'est le colon français qui a amené ça. Et lorsqu'il a commencé, les Dahoméens ont pris. Et même le roi Guézo a voulu prendre. Mais lui, il était plus roi que d'aller faire l'agroforesterie. Mais il a quand même fait la promotion de la culture du palmier jusqu'à l'intégrer dans ses, comment vous appelez, les dessins là, artistiques représentatifs du royaume. Donc, c'est bien. Et les Blancs voulaient ça. Et Léo certainement demandait, je veux du palmier. Prends tes esclaves, ils n'ont qu'à nous chercher beaucoup de palmiers. Ils ont étudié. Eux, ils aiment étudier. Alors, nous avons hérité ça. Et de là, de cette station, les colons ont amené le palmier en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ils l'ont amené en Malaisie. Mais vous avez vu ce que c'est devenu? Ils nous ont arraché la vedette. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes. Nous avons transformé le pôle de Kobé en pôle administratif. Nous sommes tous devenus des cantons. Nous ne sommes plus des agroforestiers. On est devenus des cadres. Le blanc est parti. Il faut bien occuper son poste. On est resté dans le bureau. Et on ne peut pas se gérer. Vous savez que le blanc sait nous gérer. Parce que le blanc, il n'est pas de notre lié. Il peut donner des ordres. Mais si tu donnes des ordres à quelqu'un, il va t'ensorceler. Tu es son chef, mais tu ne lui donnes pas d'ordre. On a ce problème-là que les kamites et les panafricanistes ne veulent pas en parler, les intellectuels aussi. Le blanc est arrivé à nous gérer parce qu'on n'est pas de ça lié. On n'est pas du même sang. Donc, même si on lui envoie Tatatou, c'est difficile que ça l'atteigne. Mais nous, même entre nous là, tu vas dire au gars, viens ramasser, viens, on va poser rail. Il y a un problème, vas-y. Tout son village va t'envoyer fétiche. Tu vas mourir. Tu vas mourir et on va venir sucer ton sang. Donc, il y a ça là qui est notre culture qui est complexe. Ça a fait que le palmier est tombé. On n'arrive pas à se gérer. C'est pour ça que quand quelqu'un impose au Bénin, il s'entoure encore de la puissance surhumaine. Il va partout chercher les talismans pour pouvoir être au bureau. Parce qu'on ne peut pas se gérer entre nous sociologiquement. On est venu des structures royales et des structures de, comment on appelle? Il y a les subalternes, les sujets, ou bien les groupes de classe inférieure. Donc, le blanc a fait l'erreur de nous mélanger.
C'est-à-dire, tu deviens chef, mais tu n'es plus forcément le fils du roi. Ah, ça a embrouillé la société. Et tous ceux qui voulaient se venger sont vengés. Chacun allait chercher gris-gris pour être fort. Tout le monde a restauré les fétiches familiaux et tout le monde est devenu fort. Plus personne ne pouvait se gérer. Ça a fait que l'administration est devenue complexe, silencieuse. Et on ne peut plus aller dans l'action. On est resté, on se regarde et on tue le pays. Chacun prend sa part alors, puisque je suis ton chef, mais je ne peux pas être ton chef sur le plan métaphysique ni astral. Ta maman est plus forte que ma maman sur Azévadji. Donc, je ne peux pas te dire, ma maman m'a déjà dit de ne rien te dire. Si je te dis quelque chose, on va te livrer ensemble comme cadeau, festin de cannibalisme. Du coup, tout le monde est secret dans la République. Ce problème-là n'a pas été étudié au Bénin. Et c'est pour ça qu'on traîne, on trottine. C'est la première, c'est la première source de l'échec du palmier. Parce qu'on devait faire en 1960 le palmier administratif. La preuve, je vous donne l'exemple que vous connaissez. À Kassato, la ZOPA, zone palmeraie. Alors, mais c'est la révolution qui a pris la force pour récupérer les terres, pour développer des palmeraies. Ça n'a pas produit une seule noix de palmier. Alors, et pourquoi? Sur des plateaux? Non, ça marche sur des plateaux. Ah, mais ça a été le cas parce qu'il y a une démonstration de force de gris-gris, démonstration de force de la tradition. Les riverains qui sont à Kassato, là, ils ont dit, voyez avec moi, mais oui. Et là, mais c'est ça. Ah, si c'était le colon, ça allait marcher. Parce que c'est une tchèque colon. Et des tchèques qui marché. Ils sont prêts à se soumettre au colon. Donc, on a eu ce problème-là. Et c'est ça qui a tué. Vous avez vu, la majorité des palmiers aujourd'hui, les trucs Ukama, dans les Maubais après, ou bien Sakété là. Vous avez vu comment ils souffrent? Dans la vallée de Lomé, ils se charcutent. Et c'est ça. C'est les résultats, ça. Il y a tellement de conflits domaniaux, de litiges dans les histoires de palmeraie, que celui qui me dit que palmeraie marche, il se trompe. C'est de la littérature. Le terrain, nous, on est agronome, on n'a qu'à leur dire la vérité. La terre mystique, la terre est minée, et c'est miné effectivement. C'est l'illusion, mais c'est de la réalité. Donc, ça fait le premier problème. Deuxième problème est que, à part les fétiches, le palmier ne nous sert à rien. Fétiche et alcool. L'État n'a pas, la révolution a essayé. Palmida, le savon, les histoires, et comment on appelle? Ils ont eu une histoire là où ils essayaient Sonicog. Vous voyez, Sonicog, Société nationale des huiles. Ça a marché sous la révolution. Ça a échoué. La révolution était les armes. Vous voyez la révolution. Elle a commencé par la lutte contre les sorciers. On attrapait tous les sorciers, soupçonnés ou non. Les sorciers ne sont pas si bêtes pour se laisser attraper. Ils ont pris leur ennemi, ils ont jeté le sort de la sorcellerie sur leur ennemi. Et la révolution est venue chercher des gens qui n'étaient pas sorciers. Et a coupé tous les Iroquois du pays. Alors, la révolution avait les armes. Et que les coups n'étaient pas trop du sang du sud. Ils font pas le phare à la Takora. Ils font pas le phare dans le Bangou. Et il a la chance et les gens n'ont pas pu l'atteindre. Et il a pu facilement faire cette lutte. C'est même tout ça qui a fait qu'il est devenu celui qui a fait le pouvoir. Sinon, c'est les sudistes qui ont fait le coup d'État. Mais ils ne pouvaient pas. Les sudistes ne pouvaient pas parce qu'il y en a qui payé. Dans le sud, on se crame. On se connaît, c'est culturel. C'est pas pour s'insulter. Donc, vous avez vu, le général est resté longtemps pour ça. Parce qu'il est de la Takora, culture un peu mitigée Mali, Burkina, et puis ça, maman est de la Fakwara. Et étrangers, on n'aime pas toucher les étrangers au Bénin. Parce que nos fétiches ne travaillent qu'avec les locaux. Globalement. C'est le sang, quoi, parce que c'est une question de rendement, c'est-à-dire, et pour t'attaquer, on va voir tes grands-parents, tes grands-mamans qui ont la sorcellerie, on fait comment vous appelez, le truc du tribunal, là. On fait le procès là-bas, dans l'invisible, et on te livre. Mais si tu fais le procès avec les parents de Kérékou, tu vas trouver personne. Personne. Donc, il est resté au pouvoir longtemps pour ça. Et il a réussi même cette politique de sorcellerie pour ça. Il a réussi les soniclogues pour ça. Sinon, entre nous, là, on se crame, on se connaît. Donc, premier problème, l'État a bien voulu, mais les humains sont des complexes, sont des, comment je vais appeler, et c'est là où, et c'est dit, ils ont ça, les vulgarisateurs utilisent le mot, ils sont les gens qui bloquent quoi. Hein? Et pour ça, et si l'huile rouge n'est que pour fétiche, et n'est que pour alcool, mais on n'a pas besoin de faire système agroforestier.
ça reste traditionnel. Il n'y a plus d'usines, les usines vont fermer. Donc, c'est là le problème. Ça, c'est nous-mêmes. Parce que l'État n'a pas pu industrialiser le palmier à huile. Si on industrialise le palmier à huile, on aura beaucoup de choses. On devait avoir notre première Scotland, notre première, et comment on appelle la boisson de la Russie, là. Notre premier alcool, on devait l'avoir. Pas le palmier, sans même tuer le palmier. On devait avoir les huiles de qualité différentes et le musée des huiles. Donc, l'État n'a pas pu faire parce que déjà même, l'huile rouge est tellement mystique qu'on dit ça représente le sang au plan astral, on l'utilise ici et c'est mélangé dans la tradition. Or, la tradition n'est pas dans le progrès. La tradition est dans la conservation. Et ça a fait qu'on est tombé. Les autres sont partis avec les palmiers, les sujets. Ils ont développé en Côte d'Ivoire, ils ont développé en Malaisie et ils sont partis, ils nous ont abandonnés dans notre culture. Nous-mêmes. Donc, les systèmes agroforestiers sont morts comme ça. Et les plantations aussi, même la première école de pisciculture en Afrique occidentale, c'est à Godomela, à Ouedonou. C'est les Occidentaux qui l'ont mis là. Aujourd'hui encore, les propriétaires chez lesquels les Occidentaux avaient pris les terres là, ils sont devenus encore propriétaires aujourd'hui et ils ont défié l'État. Ils ont transformé la première école de pisciculture sur près de 100 hectares d'étang piscicole. Ils ont transformé ça en notre zone. Quand je vois ici, tu as mis des milliers et si tu es un noir, tu rentres dedans, ils vont aller te régler ton compte sur les Azévadji dans les loges noires. Donc, on a ces problèmes qu'on n'a pas étudiés. Et on est resté là. La majeure partie de nos échecs, c'est dans la tradition. Ce n'est pas la faille du politique. Le politique est dans la tradition. Il est condamné, les gens font le phare, les gens font les trucs, demandent, nous, si je fais l'usine du riz, et ça va marcher. Ah, ça ne peut pas marcher, hein. Ah, c'est trop de clans, c'est trop de sorcellerie, et tu ne pourras pas faire un deuxième mandat. Et le gars, il abandonne. Nous sommes dans le frais total de la tradition africaine. C'est nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on essaye de dire aux gens qu'on n'a pas de problème au-delà de nous-mêmes. Parlons maintenant des filières qui sont plus ou moins organisées déjà. On peut prendre juste le cas du coton et du soja. Mais ce qu'on constate, malgré tous les efforts qui ont été mis en place ces dernières années, on constate que les producteurs sont les enfants oubliés de leur propre filière. Vous avez dit tantôt qu'il y a des milliardaires qui sont autour de la filière, mais on n'a pas de producteurs milliardaires. Pourquoi les producteurs souffrent tant dans une production où ils sont au cœur de l'activité? Oui, on est maléfique envers nous-mêmes. Comment on appelle? C'est un système de toupie corrosive. Et le producteur est là, le milliard, putain, ne le produit pas. Le gouvernement béninois est assis sur la cueillette. Le gouvernement béninois ne veut aller dans aucune industrialisation, ni aucune formalisation d'une filière productrice. Le premier palier pour rendre une agriculture durable et rentable, c'est jamais la paysannerie. C'est jamais un paysan qui se lève pour faire les champs. C'est l'État qui dégage un budget consistant pour les paysans. Il faut déjà les avoir dans une base de données et qu'on ne vende pas des paysans. Il ne faut pas parler de producteurs, on est à l'étape cultivateur, paysan. Donc, il faut les avoir dans une base de données. Comprendre leur sociologie dans les UDP, unités de production, on les connaît, on l'a fait, et avoir une structuration et décider de formaliser. La formalisation commence par quoi? C'est l'investissement direct. On prend l'UDP, on prend par exemple, pourquoi par exemple Talon n'a jamais investi dans le coton, la production? Parce qu'il a entretenu l'État, a maintenu la cueillette. L'État ne veut pas acheter les intrants, les roues et les tracteurs. L'État ne veut pas acheter la terre. L'État ne veut pas toucher au capital. Mais l'État veut prendre les produits finis, tel que c'est fini, et vendre à l'international. Et ça a fait on est resté dans un système d'agriculture de chauve-souris. Ça n'existe pas. L'agriculture n'existe pas au Bénin. Donc, dans ça, puisque l'État est absent, et les capitalistes sont rentrés dans le jeu et ont récupéré l'État à leur manière. Et ils n'ont jamais aidé l'État à subventionner l'agriculture. Parce que c'est l'État qui subventionne, qui entretient, qui demande des comptes et des résultats. Lorsque tu n'as rien subventionné, tu t'en fous. Alors, et si l'État avait subventionné l'agriculture et le coton, l'État ne va pas se permettre d'exporter le coton. L'État va dire c'est mieux pour moi de faire les tenues locales, de faire les t-shirts et de fermer les friperies. Vous n'avez pas vu que le président actuel
Il est le maniaque du coton. Il n'est pas cotonnier, il n'est pas producteur, il n'en produit pas. Il n'est même pas vraiment dans le maillon. Il est juste à la fin du circuit là-bas et récupère tout au nom de l'État, un État absent. Mais vous n'avez pas vu qu'il n'a pas hésité à construire un marché à papa pour la friperie. Moi, cotonnier, je vais construire un marché pour friperie. Et pimpon. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le coton. Il cueille seulement les revenus du coton. Il ne peut pas faire ça. Le marché d'Akwapa, là, je serais encore mieux qu'ils disent marché des balles de coton et les artisans du coton pour les tisseurs, les tisserands. Et il va créer leur ordre. Il devait même être le premier à transformer les cotonniers à les déclarer à la sécurité sociale. Pour que nous, on ait envie maintenant d'aller à l'agriculture. Parce que s'il fait ça, beaucoup de jeunes vont repartir à l'agriculture, vont aller aider leurs parents pour produire du coton. Il a sucé sans même pisser. Depuis 1986, il est dedans. Il est devenu milliardaire. Et il ne peut citer personne dans la filière qui est millionnaire. Personne. S'il peut, il n'a qu'à le faire. Nous, on est loin, il peut le faire. Hein. S'il le fait, moi, je vais lui faire un prix spécial. Je vais cotiser 10 millions, je vais lui donner cash. Il ne peut pas. Il ne connaît même pas les cotonniers. Il connaît seulement les secrétaires villageois, les secrétaires de GV, AGVICOV, les trucs, qui ne sont pas cotonniers, qui sont des cadres formés à la faculté des droits et qu'on manipule pour aller jouer le canton aux paysans qui n'ont pas été à l'école. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé le système. Et dans ça, ils vendent l'intrant forcé, même si tu ne veux pas utiliser. Dans ça, ils vendent graines, dans ça, ils vendent tout et ils ramassent tout. Le paysan n'est même pas capable de savoir combien de balles de coton son champ a donné, combien de graines ça a donné. Donc, c'est là où on s'est trompé, on est tombé dans une agriculture pire que l'esclavage. Parce que l'esclavage, au moins, quand même, je n'étais pas là, mais je suis sûr que les gens peuvent compter des choses. Ici, les gens ne peuvent pas compter quelque chose dans le coton. Ce qu'on peut compter, c'est les balles de coton. Et ce qu'on peut compter aussi, c'est le nombre de jeans sortis. Il n'y en a pas. Et donc, ça fait que dans le cycle n'est pas fermé. Parce que ça va à l'extérieur, le cycle est ouvert. Le cycle n'étant pas fermé, l'État ne peut pas dire je vais investir. L'État ne peut même pas évaluer la force des cotonniers. Parce qu'on limite leur force au brut. Quel brut? Les gens qui viennent apprécier ce brut-là déprécient ça d'abord pour pouvoir acheter moins cher. À quel niveau est la subvention? Au même moment, tous les hôpitaux sont achetables. L'école, il faut acheter. Et il n'y a même pas de compensation en oxygène. Forêt. Les cotonniers ne fabriquent pas de forêt. Ils n'inventent pas de forêt. Difficilement, ils ne font même pas de route. C'est encore l'État qui fait des prêts à la Banque mondiale pour faire des routes. Donc, dans ce genre de truc, on n'est pas dans une filière. On est dans une cueillette faite par des mercantilistes. Bon, maintenant, le soja. Le soja a connu son émergence dans les années 2005-2006, quand les Belges et les Français ont entendu pour développer ça encore. Parce qu'ils en ont besoin pour les biscuits, pas mal de choses en Occident. Et là où on peut produire ça, il y a des terres en vague non comptabilisées, non capitalisées, c'est l'Afrique. Du coup, le Bénin est bon. C'est devenu une terre de production. Le cycle du soja est court, 3-4 mois. Il y avait les TGI qu'ils ont amenés, très court, et c'est bon. Tout le monde a pris. Et quand ça a pris, les gens ont vu que les paysans commençaient pas à fuir le coton pour faire du soja. Parce que les preneurs sont là. Les entreprises, les industries occidentales avaient besoin du soja pour l'alimentation du bétail, pour la volaille, pour les biscuits, l'alimentation agroalimentaire, tout ça. Et ça part. Qu'est-ce que les médecins ont fait? Ils ont commencé à calculer la baisse d'esclaves en coton. Les esclaves se sont reconvertis au soja, qui a commencé par prendre à partir des années 2009. Du coup, ils ont décidé de devenir des sojaculteurs. Alors, ils n'ont pas investi dans le soja. Le soja n'a pas besoin d'intrants. Donc, c'est un problème. Parce qu'ils n'investissent que là où ils vont vendre aussi d'intrants. Cash et récupérer ça dans la production brute. Donc, le soja est une culture un peu mitigée. L'anacade aussi sont rentrés dedans. Les gens ont déjà mis les vergers, on n'a pas besoin de planter anacade tous les ans. Donc, c'est là, le feu rentre dedans, ça ne donne pas bien, mais ça donne. Et les Indiens en ont besoin pour faire agroalimentaire et beaucoup d'autres choses. Donc, ils ont vu les quantités au port
Oh, les gars, on rentre dedans. Ils sont rentrés dans la CAD et tout le monde est en train de filer dans la CAD. Ça va tomber après Sinafor. On avait une société avant. Au Bénin, dans les années 60, 70, on avait une Société nationale des forêts que la révolution a tuée. Donc, et qui s'occupait de l'ANACAD. C'est comme ça que l'ANACAD va tomber encore. Parce que personne ne va encore aller, parce que les gens n'entretenaient pas les vergers de l'ANACAD. Donc, ça fait que ça ne donnait pas bien. Mais au moins, ça donne. Maintenant, les gens n'iront même pas encore récolter. Attendez pour voir. Je vous donne 5 ans. Les gens ne vont même pas aller récolter l'ANACAD là. Ça va rester dans la brousse. Le feu va prendre. C'est la politique qu'ils ont amenée là. Et c'est là l'absence de subvention. Quand l'État ne veut pas s'occuper de la culture, mais veut rester là en escroc, c'est très grave. Je n'investis pas dans l'agrume et je vais ramasser les fruits d'agrume. Et si ça ne donne pas, ça c'est un État inconscient, un État délinquant. Il faut le dire, hein, je pèse mes mots, je peux le répéter n'importe où. C'est un État escroc. Ça, à partir de là, nous ne pouvons pas nous comparer aux Occidentaux. Parce que vous n'allez jamais avoir une culture de blé ou de raisin sans subvention en Occident. Moi, je suis tout le temps en France. Il n'y a pas de culture sans subvention. Et ils ne sont pas plus riches que nous. Là, c'est la responsabilité qui part de là. Parce que l'État veut voir clair dans la filière. Pour que les gens... Est-ce que les Français peuvent décider de prendre du blé pour vendre en Ukraine ou bien pour vendre en Russie? Non, parce que l'État français investit. Il dit, j'ai investi, c'est pour moi. Vous ne pouvez pas prendre vos vins, vendre comme vous voulez. Non, il y a des règles. Tout est bien rédigé et c'est là où la faute des universitaires et des élites intervient. Ils n'ont écrit aucune règle. Ils veulent sauter de l'université pour se retrouver dans des commissions en individuel. Ça ne se fait pas. On représente son université et on rend compte à son université. On ne chipote pas pour gagner 2 millions, 8 millions quelque part dans sa poche. Et après, on vient porter la touche. Non, c'est comme ça qu'ils ont tué le pays. Et c'est comme ça que les mécènes les ont eus. Ils doivent tout faire pour rester dans la touche de l'université. Je suis parmi vous, hein, mais je représente l'université. Ah non, professeur, c'est vous seul on veut. Hein. Ah non, 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 je ne peux pas être seul. Hein. Et mes gars là, ils vont me charcuter à l'université. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Et vous travaillez. Ils ont tous fait du Awiwo. Et c'est pour ça que le pays est tombé. Regardez le professeur Nago. Il a été mon doyen, il a été certainement un peu votre vice-doyen. Et regardez. Mais c'est pas normal. C'est pas normal s'il est quelque part qui m'écoute. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il est dans l'UPR là. Et il est devenu dans l'UPR. Il a été 2 fois président de l'Assemblée nationale. Il a apporté quoi à l'agronomie? Il a apporté quoi à l'agriculture? Il va dire qu'il est alimentation nutritionniste ou bien technologie alimentaire. Et c'est pas l'agriculture qui fait la technologie alimentaire. Ah, mais il est en plein cœur de notre dégringolade. Il faut que je le dise. Donc, c'est ça le problème. Les gens sont retrouvés en individuel dans des commissions. C'est pas possible. Une université ne peut être en individuel dans une commission. C'est là où l'université doit réécrire les règles. Si vous êtes dans la loge, dans la toge, vous n'avez aucune responsabilité individuelle ailleurs. On va vous juger. C'est ça, c'est vous avez ailleurs, vous voyez aujourd'hui en prison, et les universités sont à l'aise. Ils arrivent même à faire coup. C'est pas possible. Ah non, 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 non. C'est même pas possible en Europe. Vous avez vu ça où? Vous avez vu comment les gens se sont battus pour Raoul Didier, alors que c'est tout le système qui était contre Raoul Didier. Mais Raoul Didier a vaincu. Parce que les universités existent. Et en silence. Ils ont bossé dur pour Didier Raoul. Donc, nous avons des problèmes humains de nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut corriger. Les filières ne sont pas complètes parce qu'on ne fait pas de soja au Bénin pour nourrir les bovins. Les bovins sont en divagation, en animal, en transhumance et ne mangent pas à leur faim. Même quand ils mangent un peu, ils vont tout utiliser pour la marche. Quand ils vont boire un peu, ils utilisent tout pour la marche. Ce n'est pas pour produire de la viande, ce n'est pas pour produire du lait, c'est pour marcher. Donc, le soja ne nous sert à rien. Ça ne va pas non plus faire du biscuit pour les cantines scolaires. Donc, ce n'est pas une filière, c'est la cueillette. Et on utilise des paysans qui ne sont pas dans une base de données, qui n'ont pas de sécurité sociale. Comment on peut calculer le rendement du soja? Le soja ne doit être calculé que si le paysan a un salaire. Ah, on sait qu'on a mis de l'argent. Donc, le vrai prix du soja au kilo doit refléter ce que le paysan prend cash par mois. Ah ouais? Sinon, là, on est en train de voler le paysan vole la terre et vole tout le monde. Et fait ce qu'ils veulent. La preuve, les paysans aujourd'hui vendent leur terre pour que les gens deviennent des fermiers. Et les gens font des fermes de prestige, abandonnent la terre et sont à Cotonou. Donc, vous voyez, si le paysan était un paysan, même paysan, cultivateur, il ne veut pas vendre sa terre. C'est pour vous dire qu'aucune filière n'existe. Le gouvernement est dans la cueillette et malheureusement, le gouvernement s'est confondu à des
et comment on les appelle, comment on appelle ce mot-là? C'est pas un mot très beau, mais à des dealers en quelque sorte d'agriculture qui ne sont pas du tout dans la filière. Et ça là, il y a des universités dans le pays, il y a des écoles agricoles, ils enseignent quoi sur les filières? Ah, mais c'est là le problème, parce que c'est eux, le président Talon n'est pas agronome, il n'enseigne pas les cours d'agriculture ni de production végétale, il n'encadre personne, il n'est pas doyen ni recteur d'une école. Et donc, et c'est pas à lui, c'est les écoles, les formateurs qui doivent dire ça ne se fait pas comme ça. Ce que nous enseignons à nos élèves là, c'est pas ça. Hein. Ce que vous faites là, on n'a qu'à fermer l'école. Ah ah, ça aura un sens. On va dire, ah bon, ah, vous n'avez pas dit, nous on est politique. On a vu que c'est comme ça. Mais ils sont tous complices. Et le politique est tranquille, leur donne de l'argent, ils se taisent. On a tué le pays. Le pays n'a été tué que sur la filière formation. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Rougnon. Nous sommes au terme de cette émission. Je voulais votre mot de fin. Et mon mot de fin est que la nouvelle génération que nous sommes, on est un peu éparpillés et les Sénégalais ne vont pas venir parler de l'agriculture du Bénin. Nous avons ce défi à nous en tant que ceux qui ont pris part à la fac d'agronomie dans les écoles. On doit tout faire pour s'organiser, pour dire ce que c'est que l'agriculture. À quel niveau nous sommes dans le maillon? Nous sommes actuellement dans un maillon un peu mitigé. On n'est pas producteur, on n'est pas cultivateur, on est concepteur. Et même nous devons concevoir quelque chose ensemble. Bon, c'est pour ça que je remercie le professeur Saint-Saint et tout le professeur. Il a été mon professeur, l'actuel doyen de la fac d'agronomie de Calavi, qui ont décidé de créer l'association des agronomes pour la première fois dans l'histoire peut-être. Donc, des alumni, ceux qui ont fini. Et ils n'ont qu'à rendre ça plus réaliste pour aborder toutes les thématiques d'intérêt pour la souveraineté nationale. Parce qu'ils n'ont qu'à même quitter le niveau réunion pour aller au niveau plateforme numérique. Comme ça, de partout dans le monde entier, on va se connecter. Chacun dépose ses idées, chacun dépose ses projets, ses initiatives. Sinon, si ça reste dans les histoires de femmes privées qui va vendre des jus à la fac, ça ne marche pas. Ça n'a qu'à rester dans l'universel pour qu'on prenne les choses en main. Le jour où les agronomes vont prendre toutes les choses en main, le pays va devenir un pays souverain, un pays responsable. Ça, je vous le dis. C'est pas les médecins. Les médecins ne sont là que pour traiter les gens que l'alimentation n'a pas pu traiter. Les autres, là, il faut bien que tu sois vivant, que tu aies la faculté normale pour aller avoir un problème de droit jusqu'à aller au tribunal. Il faut bien que tu sois déjà réglé à tous les niveaux. Donc, c'est l'agronome qui est la cheville ouvrière. Quand je dis agronome, je mets tout le monde dedans. Mehdi Sekou, Kika, Porto-Novo, Bobin, tous ceux qui ont fait sciences connaissent sont agronomes. Donc, ils doivent tout faire pour que l'association-là donne un autre visage de l'ordre des agronomes, pas pour on a qu'à avoir une plateforme où on dépose des idées. Un agronome, c'est les idées et c'est l'intellectuel qui s'offusque et qui dit ce qu'il doit être et qui n'a pas de limite. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. On peut régler le point déjà de l'université. Hein. Nos universités, on peut déjà commencer par produire et couvrir toutes les filières au regard des menus. On a fait fabriquer des gens à l'université qui savent faire les menus. Mais ils n'ont qu'à faire les menus. Des menus, nous, agronomes, c'est calculer les rendements et les quantités qu'il faut, quelle superficie il faut, quel paysan il faut encadrer, comment les agencer en coopérative pour produire toute l'année sans faille. Et comme ça, les restaurants universitaires vont devenir aussi des restaurants autonomes. Parce qu'on a dit, l'université est autonome, autodéterminant. Donc, les restaurants, c'est d'abord, ça commence par les restaurants universitaires. Et ça va amener les filières de conservation, les filières de manufacture, les filières, on a fait plein de bissap, les étudiants n'ont pas mangé, on ne peut pas aller jeter. On va bien embouteiller ça. Et ça amène de nouvelles filières. On va peut-être trouver un parmi nous qui va devenir directeur de la Sobebra, qui va décider d'amener le maïs, le kandi, le tchoukoutou à la Sobebra. Aujourd'hui, c'est encore houblon et blé. Vous voyez? Et pourtant, la Sobebra a acheté des terres pour faire du maïs. Et sur ces terres, ils ont mis Anacad. Vous voyez, des mensonges sur des mensonges, on se trompe, on se plaît dans la tromperie et on est pris au piège et tout le monde dit maintenant que c'est l'Occident, alors que c'est pas l'Occident. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je suis vraiment heureux de cette émission. Vous allez apporter vraiment quelque chose et normalement, les gens de l'association de la fac doivent tout faire
pour que vous les invitez et ils vont parler, ils vont dire leur vision. Nous allons commencer par dire ce qu'on pense dedans. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Rouillon. Avec vous, on a parlé un peu des filières agricoles et des améliorations qu'on peut apporter à ces filières pour que les producteurs puissent tirer leur épingle du jeu. Donc, dimanche prochain, on sera de retour ici. On va parler peut-être politique le dimanche prochain avec d'autres invités. On va parler de la rencontre Patrice Talon et le parti Les Démocrates. Donc, prenez le rendez-vous dimanche prochain à 19h de Cotonou, 13h de New York. Merci et puis on se voit très prochainement. Rendez-vous pris. Merci, Monsieur Gilles.